On a juste une énorme crise énergétique. On a une semaine de conflit déjà bien corsée. On s'attendait peut-être à quelque chose qui dure un petit peu moins longtemps. On avait eu l'expérience de la guerre des 12 jours. Là, on semble parti pour quelque chose d'un petit peu plus long, même si on n'a strictement aucune indication que c'est le grand flou stratégique. Et c'est bien ça, peut-être, le problème géopolitique en premier lieu. Gustave Sanden, malgré tout, on a des marchés, alors on le dit à chaque fois qu'il y a d'énormes secousses. Oh, ça tient bien, les marchés gardent leur calme. Les marchés, je dirais, gardent de l'efficience. Il y a de la liquidité, il n'y a pas de signe de panique. Ça corrige. Il y a certains compartiments de la cote, peut-être, j'en parlais avec Wilfried Galland qui est passé dans Good Morning Business ce matin, à réécouter, c'était absolument passionnant, mais qui disait, voilà, il y a peut-être, on voit peut-être la vérité des choses. On reprend peut-être conscience aussi, comme certains touristes finalement qui étaient au Moyen-Orient et qui se retrouvent bloqués là-bas malheureusement, mais que c'est pas gratuit le risque sur les marchés. Le risque, il a toujours existé. Là, on se le prend en pleine face et de la manière la plus violente. Mais est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, un léger réajustement qui était peut-être un petit peu nécessaire dans le climat de marché actuel, Gustave ? Si, d'autant plus que ce que j'observe, c'est plutôt une exagération d'une tendance qui s'était déjà amorcée depuis le début de l'année, en tout cas sur les marchés. C'est-à-dire que ce qu'on avait commencé à voir, c'est effectivement un peu plus de vol. Ce qu'on avait commencé à voir, c'est de la rotation sectorielle, un mot qu'on a employé à plusieurs reprises ici, c'est-à-dire que les gagnants de cette année ne sont pas nécessairement les gagnants de l'année dernière, c'est plutôt le contraire. Et le troisième élément, c'est effectivement un petit peu plus de volatilité, on l'a dit, sur le VIX. Et donc aujourd'hui, ce qui porte les indices, finalement, ce sont les performances de ces outsiders qui n'étaient pas les gagnants de l'année dernière. Après, plus 30% pour l'énergie et moins 3% pour la technologie. Et la conséquence pour les investisseurs, elle est quand même pas nulle, parce que la plupart des investisseurs, ou notamment de nouveaux investisseurs qui étaient rentrés sur les marchés massivement au travers des ETF, du coup portaient avec eux la concentration du cycle, entre guillemets, 2020-2025, et donc était largement surpondéré sur les valeurs technologiques. Et donc, pour avoir une diversification, vous pouvez toujours utiliser des ETF ou des fonds actifs, mais vous pouvez toujours utiliser des ETF, mais il fallait être au moins équipondéré pour effectivement capter un petit peu ces nouveaux gains, parce que sinon, la dominance, en fait, était tellement importante sur la partie technologique qu'aujourd'hui, vous subissez clairement de plein fouet ce nouveau repli. Ouais. Je pense que ce qui se passe, c'est une exagération pour le moment, effectivement, de ce qu'on avait vu démarrer depuis le début de l'année. Oui, parce qu'on n'est pas dans des marchés désinvestis, encore une fois. Ça reste un marché liquide, efficient. Ça, c'est l'autre aspect. C'est qu'effectivement, si on regarde les indices, comme vous l'avez dit, ça tient, ou ces expressions qu'on entend souvent dans un début de crack, mais c'est assez vrai. On n'est pas du tout dans un crack à ce stade. On est dans une correction relative. Et qu'est-ce qui fait tenir le marché généralement ? C'est quand même quand il y a des acheteurs. Et quand on regarde les flux, on a eu les flux ETF là, que je vous ai partagés notamment. On voit que les flux sont encore largement positifs la semaine dernière, y compris sur les actions américaines. Ce qui n'est pas forcément super intuitif. C'est le deuxième plus grand réceptacle de flux la semaine dernière. D'autant plus que le marché américain, il a bien mieux résisté que les marchés européens. On a un S&P 500 qui a dû perdre 2%, alors que nous, c'est du moins 7%. C'est plus dur, effectivement. Ouais. Donc le risque est voir. Donc en tout cas, on voit quand même un diagramme, disons, qui surperforme les autres en termes de collecte. C'est plutôt les actions globales, qui est plutôt une nouveauté. Donc on voit quand même une tendance à la diversification par rapport à cette surexposition US qui avait été quand même le cœur des 5 dernières années, mais toujours un maintien effectivement sur les US. Et d'ailleurs, toutes les grandes classes d'actifs traditionnelles sont en collecte nette positive la semaine dernière. Très intéressant, sauf le high yield, donc le tout petit indicateur de risque, et je dirais c'est assez mineur, c'est effectivement, on devient un tout petit peu plus regardant sur la qualité de crédit. On n'en est que là. Voilà, surtout qu'on a aussi sur le feu une éventuelle crise du crédit privé autour de l'intelligence artificielle. On a vu BlackRock, Blackstone limiter les retraits, donc c'est peut-être le sillage de tout ça finalement. Là en l'occurrence, on est sur du côté, mais effectivement, le seul compartiment de marché un tout petit peu impacté, c'est le crédit le corporate, voilà. Alors, Mathias Bacchino, à chaque fois qu'il y a une crise, à chaque fois que Donald Trump a ses vapeurs, et là, on atteint le summum,
il y a toujours quelque chose qui va retenir ses intentions les plus foutraques, j'allais dire. Il y a des fois, c'est le niveau des taux. Il y a des fois, c'est des répercussions sur la macroéconomie américaine. Il y a des fois, c'est ceci. Il y a des fois, c'est cela. Ce coup-ci, qu'est-ce qui peut se passer? On a quand même des taux qui restent, relativement calmes. Du côté des États-Unis, on est à 4,17 sur le 10 ans. Ça a monté beaucoup plus du côté des taux européens. On est à 3,6, par exemple, sur la dette française. Mais qu'est-ce qui pourrait retenir son bras? Qu'est-ce qui, cette fois, pourrait éventuellement le remettre à la table des négociations, évoquer une fin du conflit? Qu'est-ce qui pourrait, quel est le chiffre macroéconomique ou microéconomique sur des taux et sur des actifs de court terme qui pourrait arrêter son bras? Alors, on peut mentionner peut-être 3 éléments. Le premier, c'est quelque chose qui est très sensible aux États-Unis et qui est le prix du gallon d'essence à la pompe. Évidemment, les consommateurs de gallons d'essence à la pompe sont en partie des électeurs de Donald Trump. Ceux des catégories populaires qui peuvent le plus souffrir de ce problème de pouvoir d'achat sont aussi des électeurs de Donald Trump. Donc l'enjeu à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis à l'automne, ça va être effectivement le prix du gallon d'essence à la pompe. Là, les États-Unis ont des réserves, les États-Unis ont des capacités de production, ils ont aussi le Venezuela depuis peu. Donc c'est un élément qui peut le faire bouger. Le deuxième point, c'est évidemment l'inflation. On attend là, dans 48 heures, les chiffres de l'inflation de février pour les États-Unis. Si elle est beaucoup plus élevée que prévu déjà avant le déclenchement du conflit avec l'Iran, là, ça peut le forcer à essayer de réduire la durée du conflit, puisque, a priori, tout le monde s'accorde à dire que plus le conflit durera, plus l'inflation repartira à la hausse, aussi bien en Chine qu'en Europe qu'aux États-Unis, même si les États-Unis ont des mécanismes de protection. Et le troisième élément, c'est le même depuis son élection, c'est les marchés financiers. Donald Trump ne peut pas se permettre d'avoir une baisse de 20, 25, 30% des marchés financiers américains, puisque ces électeurs, là pour le coup plus aisés, eux, dépendent de ça pour leur consommation. Et donc, il y a, je dirais, le prix du gallon d'essence, le niveau d'inflation et le niveau global des marchés qui peuvent vraiment le stopper. Et à très court terme, s'il y a une explosion complète des prix du pétrole qui peuvent mettre en danger même la croissance mondiale, là, ils pourraient aussi être obligés de stopper. Donc, les Iraniens, j'imagine, doivent être en train de réfléchir à la manière avec laquelle ils peuvent utiliser leur capacité de réaction pour nuire le plus à ces éléments-là, à savoir l'inflation, le prix du baril de pétrole, voilà, tous ces sujets-là qu'on suit, quoi. Parce que c'est vrai qu'on le disait aussi. Et juste, si je peux, Antoine, rapidement, juste pour revenir sur la question que vous avez posée à Gustave, que je salue. Donc, effectivement, on a le sentiment quand même qu'il y a un petit côté remise à zéro des compteurs et un côté correction des excès dans les deux sens. Voilà. 1 milliard investi dans les ETF Bitcoin la semaine dernière, c'est surprenant. L'or qui arrête de monter malgré la hausse du risque géopolitique, c'est aussi une forme de remise à zéro des compteurs, me semble-t-il. Donc voilà, et j'observe que les marchés européens et asiatiques qui avaient beaucoup progressé ont pâti du fleet to quality, donc de la volonté des grands investisseurs de rapatrier des fonds aux États-Unis la semaine dernière, ce qui remet en fait tout le monde à zéro en year-to-date depuis le début de l'année. Donc, une forme de remise à zéro des compteurs, je trouve, cette semaine. Mais alors, il y a quelque chose qui est assez étonnant, finalement, au milieu de tout ça. C'est qu'il y a effectivement un repli sur les valeurs refuges. On voit que l'or monte pas tant que ça. On voit que du côté des États-Unis, il y a des inquiétudes de plus en plus sur la conjoncture macroéconomique, sans même parler de la guerre. La guerre, elle a un coût, on le voit, il est dingue. Et Donald Trump menace d'en mettre plus en termes de budget militaire. Et malgré tout ça, tout le monde se réfugie sur le dollar. C'est assez fou quand même, Gustave. C'est assez surprenant, mais dans les situations de stress extrême, en fait, il y a un peu 3 niveaux. C'est niveau 1, on se diversifie. C'est un peu ce qu'on voyait sur les ETF. C'est-à-dire on commence à sortir du queue américain. Niveau 2, on va plutôt sur les valeurs refuges, dont l'or, etc. Et c'est peut-être ce qu'on a vécu ces 12-24 derniers mois. Niveau 3, on retourne sur les bons vieux T-bills ou sur les bonnes vieilles obligations d'État. Donc, c'est pas un super signal. Et c'est plutôt effectivement un signe de stress des investisseurs.
Alors oui, il faut prendre ça effectivement avec des pincettes, pas oublier la volatilité Sachant aussi. Que la pression acheteuse, quand même, c'est un peu sur le dollar et donc sur les obligations américaines, c'est peut-être un petit peu tout le sens de ce conflit finalement. Parce que je pense que Donald Trump n'était pas particulièrement enthousiasmé par les devises choisies par l'Iran pour exporter son pétrole. Et par ailleurs, la stratégie de l'Iran aujourd'hui est peut-être de contraindre ceux qui l'exportaient en dollars, de limiter leur capacité d'exportation. Oui, exactement. Ça, c'est le sens 1, et c'est ce qu'on a tous vu. On parle souvent de ce détroit d'Ormuz comme étant un bloqueur, finalement, des exportations de pétrole. OK, on a compris. Ce qu'on oublie, c'est que ça va un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que ceux qui exportent le pétrole, ils importent à peu près tout le reste. Oui, c'est ça. Et là, vous avez cité ce matin une première attaque de centrale d'eau. Oui, alors ça, oui, on ouvre un nouveau front, là. Mais donc, je vous dis, une dépendance à 100% d'à peu près tout le reste de ce qu'ils importent, c'est-à-dire limite la capacité à se nourrir. Et par ailleurs, effectivement, la capacité à avoir un réseau d'eau, etc. S'il n'y a pas de centrale de désalinisation, il n'y a pas d'eau. Donc, si vous n'avez pas d'eau, pas de nourriture, ça devient compliqué de maintenir une espèce d'Eldorado ou une Suisse du Moyen-Orient. Alors justement, c'est là-dessus, il y a deux sujets que je voulais vraiment attaquer avant de terminer. Premièrement, et puis on l'entend à travers les témoignages des passagers, des touristes français qui se retrouvent bloqués là-bas. Nom de nom, il ne faut pas de temps en temps reprendre conscience qu'il y a du risque géopolitique partout dans le monde, que personne n'est épargné. Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience de tout ça de la même manière qu'il y a des primes de risque qui s'écrèment là, en ce moment sur les marchés? Oui, clairement. Et pour le coup, il y avait un risque qui n'était absolument pas pricé. L'exemple le plus caricatural, c'est Dubaï, mais on parlait vraiment de Suisse du Moyen-Orient. C'était la sécurité était probablement l'adjectif le plus utilisé pour qualifier cette ville. C'est la première cible aujourd'hui dans le Golfe des missiles et des drones iraniens. C'est 2/3 à peu près des missiles et des drones qui sont envoyés, c'est sur les Émirats arabes unis. Donc, si votre narratif principal pour l'attractivité de votre pays ou de votre ville, c'est la sécurité, là, il va falloir revoir un peu sa copie. Et ça se voit déjà. Oui, ça se voit déjà. Dans les prix et dans la perception qu'on a de ces endroits qui sont vraiment en train de changer. Mathias, hier, c'était la journée mondiale des droits des femmes. Je voulais absolument qu'on en parle de ce sujet. Il y a encore quelques années, on se plaignait d'un écart salarial qui était encore de 30% à peu près entre hommes et femmes à poste égal. Les écarts salariaux se sont bien réduits et on le voit année après année. En revanche, du côté de la perception de la retraite, vous avez des chiffres assez alarmants à nous donner. Oui, Antoine, donc les femmes en Europe, et c'est le cas aussi en France à peu de choses près, touchent 30% de retraite en moins que les hommes. Et on a fait le calcul, donc en moyenne en Europe, ça fait 7517 € de retraite en moins pour les femmes que pour les hommes chaque année. C'est un enjeu majeur d'investissement retraite pour les femmes, qui ne sont que 25% à investir, là où 45% des hommes investissent, et avec une perception du risque qui est très différente, puisqu'une large majorité de femmes, d'après les dernières études publiées, ne souhaitent pas prendre de risques. En revanche, on note, et on est, je crois, les seuls à le dire avec Trade Republic, que les femmes l'an dernier chez Trade Republic ont obtenu 3% de rendement en plus que les hommes. Les 3 années précédentes, c'était 2% par an. Cette année, c'est 3%. Elles utilisent des stratégies d'investissement quand elles investissent, qui sont plus efficaces, plus régulières, moins risquées. Donc, il y a un enjeu de société à encourager et à permettre l'investissement des femmes pour leur retraite, bien sûr pour compenser ce déficit, mais aussi parce que c'est un enjeu de société globale. De la même manière qu'au 19e siècle, comme je le dis souvent, il a été indispensable pour le bien-être économique collectif d'intégrer les femmes au marché du travail. Eh bien, au 21e siècle, il est aussi important pour nous toutes et tous d'intégrer les femmes à l'univers de l'investissement. Donc voilà, on peut tous et toutes y contribuer en les sensibilisant, les encourageant. Donc n'hésitez pas, évidemment, à encourager vos amis, eux, à investir.
Ouais, c'est un chiffre absolument spectaculaire, hein. 30% d'écart. Là, on repart sur des écarts abyssaux entre hommes et femmes sur les retraites. Et il faudra absolument qu'on en reparle, justement, pour voir si la situation s'arrange un petit peu ces prochains mois, ces prochaines années, parce qu'effectivement, et puis démographiquement, ça devient une tendance lourde. Merci infiniment, Mathias Bacchino, Trade Republic. Gustave Sanden de Colbert, hein, encore une actu foisonnante et énorme.